Bonjour à tous. On voit qu'il n'y a pas que des étudiants de première année, c'est bien. Donc aujourd'hui, nous avons accueilli nos premières années 2021, la promo 2021, comme vous dites. On est très heureux de vous avoir accueillis dans notre école de Saint-Étienne, que pour partie vous avez choisie et que vous allez connaître encore quelques années. Et chaque année, nous faisons une conférence inaugurale pour vous et nous invitons à chaque fois un architecte praticien qui vient vous parler de son métier, de sa pratique, bien sûr, et puis peut-être de sa formation et de comment il voit l'architecture actuellement. Aujourd'hui, nous recevons l'agence Becker et Blanc, Marco Becker, Alexandre Blanc, présents, pour une conférence qu'il a voulu intituler Manufacture. Alors ça tombe bien, puisque cet après-midi, nous avons parlé du métier de l'architecte qui travaille avec les mains. Et la manufacture, c'est un travail à la main. Manufacture, ça tombe très bien aussi pour notre ville de Saint-Étienne. Je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, on a la manufacture anciennement d'armes de Saint-Étienne, ce qu'on appelait auparavant la MAS, MAS, qui est une architecture que vous pourrez visiter, une architecture rationaliste du XVIIIe siècle, qui était un lieu industriel et également militaire, un lieu de fabrication. Et puis également cette école-là, qui, on a dû vous le dire hier, j'imagine, est également un lieu où était installée une rubannerie, une ancienne rubannerie, qui a été donc transformée en école dans les années 70. Et qu'est-ce que veut dire manufacture? C'est le fait à la main et qui révèle également donc une fabrication artisanale. Alors, face à ça, je vais vous lire simplement comment se définit l'agence Becker et Blanc, installée à Lausanne. Pour nous, le métier d'architecte se rapproche d'un artisanat à la créativité, la discipline acharnée et une curiosité notoire mène à une amélioration de mise en œuvre de l'espace dans le sens le plus large. Pour la manufacture d'un développement durable, nous pensons qu'à côté d'un ensemble de connaissances fondamentales, il peut être cultivé un esprit qui, à travers d'inlassables tentatives et parfois leur échec, développe une sagesse de la main, capable de trouver des nouvelles formes d'expression. Alors je vais laisser Alexandre nous parler de leur agence à travers ce terme manufacture pendant 1 heure, 1 heure et quart. On compte sur vos questions, même, je vous en ai parlé tout à l'heure, même si vous êtes en première année, il n'y a pas de questions bêtes, loin de là. Alexandre enseigne également à l'EPFL avec Marco, et donc est à même de répondre à vos questions, qu'on espère nombreuses à la fin. Donc je pense que 1 heure, 1 heure et quart de conférence et des questions à la suite. D'accord ? Bonjour à tous. Merci pour cette belle invitation. J'apprécie énormément d'être ici. J'ai eu l'occasion de marcher un peu dans votre ville cet après-midi. C'est formidable, ces rues avec des échappées sur le paysage. Vous avez de la chance. Vous avez aussi la chance d'être dans une école que je trouve vraiment magnifique. À l'EPFL à Lausanne, on a une école qui a plutôt été construite entre les années 70, 70 et les années 2000. Elle n'a pas le charme, elle n'a pas la profondeur du temps qu'a votre école. Donc j'estime que vous êtes assez chanceux. Donc oui, merci pour cette invitation. Peut-être 2 mots sur Marco Becker et moi-même. Donc Marco est originaire de la Hollande. À la base, il a fait ses études au Polytechnique à Delft. Moi, je suis originaire de la ville de Genève, mais je suis d'origine française, en fait, en grande partie du sud de la France. Et mon grand-père était l'associé ou le tâcheron, si on veut bien, d'Auguste Perret pour la reconstruction du Havre. Donc, Perret est décédé, je crois, en 1954. Et mon grand-père s'est occupé d'exécuter ou mettre en œuvre en fait, les projets d'Auguste Perret pour la reconstruction du Havre. Donc il y a chez moi comme une sorte d'imprégnation de cette architecture des années 50. Vous allez peut-être le voir d'ailleurs. Donc Marco Becker et moi-même, nous occupons un laboratoire à l'EPFL et puis nous avons une agence, on appelle ça un atelier en Suisse,
ici vous appelez ça une agence, je crois, qui se trouve à Lausanne. On a été un petit peu à droite, à gauche, je dois dire, en Suisse. On était à Bienne, à Fribourg. Moi-même, j'ai travaillé à Bâle, chez le professeur Roger Diner, que vous connaissez peut-être comme autre architecte suisse. Et nous avons une activité en fait qui est nationale, un petit peu internationale, mais essentiellement nous avons construit en Suisse. Donc Bakker et Blanc, Babel, la tour de Babel, peinte ici par Bruegel. Pour nous, c'est une figure qui représente en fait le métier. Il y a là l'idée d'un processus. Vous voyez qu'il y a une sorte d'ascension en spirale qui aboutit à quelque chose. Il y a l'idée du construit. On voit bien évidemment là qu'il est question de structure et de forme. Et puis il y a probablement aussi l'idée de la culture du bâti, c'est-à-dire ces formes et ces structures sont mises en forme selon des traditions, selon des vocables qu'on connaît, qu'on peut pratiquer et qu'on peut exercer avec une certaine assurance. On voit là qu'il y a différentes nuances dans cette expression de la tour, mais que tout de même, tout est soumis à une règle qui voudrait être celle du construit. Et tout en haut, la tour est en construction. On sait que c'était compliqué au sommet de la tour, lié au fait que les ouvriers ne parlaient pas la même langue. Mais néanmoins, nous exerçons notre métier là-bas en haut. Ça, c'est Marco et moi dans notre atelier, en train de travailler sur la construction du monstre et d'essayer de lui donner vie. On a une pratique qui est très ancrée dans le XVIIIe siècle. On connaît bien Mary Shelley. Et pour nous, l'architecture a fort à faire avec cette notion de l'élaboration ou de l'assemblage. Ici, l'assemblage de parties hétéroclites, cousues entre elles, mais qui, à travers une sorte d'illumination, sont mises en vie de ce monstre. Donc, une double activité. MANSLab, c'est notre laboratoire à l'EPFL, donc ça s'appelle Laboratoire de manufacture spatiale. Donc, comme vous l'a dit Evelyne, on s'occupe de la main. Et pour nous, l'architecture n'est peut-être pas seulement un processus intellectuel, mais c'est un processus qui fait appel à des capacités de manufacture en fait, de l'objet ou de la forme, à travers le pétrissage de la matière. Et la manufacture, eh bien, c'est un lien physique en fait avec la matière à construire. Et puis dans la manufacture, il y a cette notion de l'atelier qui est le lieu de cette pratique. On voit ici des outils. On voit ici donc un banc de travail et puis la possibilité en fait d'élaborer des formes, de travailler sur la fabrication de l'objet architecturé. Et puis si on regarde ça dans un monde plus contemporain, eh bien, il y a aussi ce moment où on... Excusez-moi, je suis un peu essoufflé, un peu impressionné aussi d'être là parmi vous. Il y a ce moment où on élabore en fait la destinée de quelque chose à l'aide d'un groupe de personnes. Ici, c'est un centre de contrôle de mission pour des navettes spatiales. Donc, un lien avec la matière physique. Ici, la matière physique qui est celle des pierres. Il y a l'idée de l'assemblage, il y a l'idée de la perception physique en fait, des choses, qui fait qu'on trouve en fait un lien entre la matière physique et la perception naturelle des choses. Il n'y a pour nous pas d'opposition entre ces deux choses, plutôt une forme de synthèse.
Et on voit ici le travail qui constitue à élaborer ou monter un mur en lien avec une structure naturelle. Et le travail de l'architecte se centre pas mal sur ce moment où la forme construite vient rencontrer la forme naturelle. Donc, dans notre école, on travaille sur des cycles de 4 ans. Ici, vous avez un premier projet. Je vous montre quelques projets d'étudiants tout d'abord. Ici, un projet en fait, au fil du Rhône, où on a travaillé sur l'origine de l'eau à Gletsch et on est allé jusqu'à l'embouchure du Rhône à Marseille. À Gletsch, c'est ici donc une image extrêmement ancienne de l'arrivée du glacier du Rhône dans la vallée, où on voit cette collaboration ou cette mitoyenneté de la nature et de la structure, de la culture du bâti, si on veut bien. Gletsch, c'est un endroit très particulier, lié au tourisme en fait, anglais dans les Alpes. Et on a en fait proposé aux étudiants de construire à l'aide d'une poutre en bois qui faisait donc 2,50 m sur 25 et sur 25 cm, une certaine idée de l'origine du Rhône. C'était une interprétation libre, et puis on pouvait faire à l'aide de gouges, à l'aide de limes, à l'aide de couteaux. Il fallait donc tailler à l'intérieur de ces poutres en chêne, un chêne extrêmement dur, des représentations en fait qui étaient liées à l'origine du Rhône, l'origine de l'eau. Et puis ça a donné lieu en fait à un assemblage de ces poutres sur le site. On voit les étudiants là qui sont en train de les disposer dans l'élément naturel. Et ces poutres sont en fait restées relativement longtemps dans ce site de Gletsch et ont fait l'objet d'une attraction touristique pendant quelques années. Elles ont donc vieilli sur ce site. Là, on les voit, elles sont encore toutes fraîches. Il faut imaginer que quand il neigeait là-haut, on voyait encore à peu près 10-15 cm de la partie supérieure des poutres. Elles étaient donc complètement prises dans la neige pendant l'hiver. Ça a donné lieu également à une exposition qui a eu un certain succès public. Des travaux d'étudiants qui étaient en fait des travaux d'extension de l'hôtel existant en lien avec la fabrication de la poutre. Exercice de l'année suivante, le Waste Horn. Donc là, on s'est intéressé en fait aux déchets de la construction, déchets si on veut bien. Oui, la construction produit énormément de restes, si on veut bien. Et puis, on a travaillé avec les étudiants à l'élaboration d'instruments de musique basés sur ces restes. Donc, il y avait cette idée. Moi, je suis trompettiste aussi, entre autres. Et dans la trompette, en fait, on met en musique une colonne d'air à l'aide d'une embouchure. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Et donc, on travaillait là avec des embouchures de différents types. Alors là, c'est une embouchure qui est fabriquée avec un tuyau de WC. Et puis, le corps sonore, en fait, là, c'est une porcelaine de WC. Alors, il y en avait des différents types. Hein. Ça, c'est une vieille benne de chantier qui n'était plus utilisée. Donc des restes, des traces de construction préexistantes qu'on a tenté de mettre en musique en étant en contact avec la matière. Donc la manufacture ici, c'est l'idée de comprendre en fait les propriétés physiques de l'objet et puis les mettre en musique à l'aide de ces embouchures.
le bruit, le silence. On a fait un exercice donc, sur l'embouchure du Rhône, tout en bas, pas très loin de Marseille, sur la question du silence. Donc on a abordé le site à travers une marche de, je pense, 5 ou 6 heures en silence. Donc il n'était pas autorisé de parler, pour atteindre une sorte de paysage intérieur apaisé et élaborer en fait des exercices dans cet endroit particulier où le Rhône se jette dans la Méditerranée. Il s'agissait peut-être d'exprimer le passage de la terre à l'eau, cette notion de limite, avec des projets qui parlaient dans leur forme quelque part, d'une certaine manière, du silence. Donc des postes d'observation, des objets qui parlent de la fin de quelque chose et d'une ouverture vers le mental. C'était donc effectivement une alternance de bruit et de pas de bruit. Donc là, un exercice l'année suivante sur les gongs. Donc, each gong is as long present as the reverberation time of the instrument. Ça veut dire que le temps laissé à l'image correspond en fait au temps où la matière réverbère le son. Ça permet en fait d'avoir un certain suivi sur un thème. Là, vous voyez que c'est en lien avec la réverbération sonore ou le silence. Ce travail sur 4 ans. L'idée, c'est peut-être la perception des limites de la matière, donc le façonnage manufacturé des objets qui produit en fait des conditions différentes au sein d'un même exercice, au sein d'une délimitation d'un corpus en fait de matière et de sujets. On obtient tout de même une assez grande diversité. Je ne sais pas si je prends Saint-Étienne, j'imagine que dans ces rues rectilignes, il y a une diversité d'atmosphère qui est tout de même liée à l'idée d'une rue rectiligne. Donc l'idée, c'est le cadre, peut-être la définition peut-être d'un sujet ou d'une idée de projet. Puis Kraftwerk, qui est un domaine qu'on a exploré pendant 4 autres années. Donc Kraftwerk, ça c'est John Ruskin et William Morris, donc une certaine idée de la cohérence et de la recherche de l'idée de l'artisanat. Donc Ruskin disait l'idéal artistique naît de la réunion des compétences. Compétences au sens de skills, donc ça veut dire ce que savent faire vos mains, peut-être à travers une sorte d'apprentissage que vous avez dû tous faire
du contact avec le monde. Et puis Kraftwerk, l'atelier s'est appelé Kraftwork. Donc Kraftwerk, c'est l'idée aussi de l'expérimentation, d'être au sein même de l'idée de projet, non pas comme idée d'aboutissement, mais comme une sorte d'état d'être du projet. On a à travers cette idée de Kraftwerk abordé les 4 éléments, donc la terre, l'eau, l'air et le feu. L'air, tout d'abord. Donc un kite studio à la tour de Gourze, qui n'est pas très loin de Lausanne. Donc l'idée là, c'était d'expérimenter la question du poids des structures vis-à-vis de l'air. Donc il y avait un projet de plateforme si on veut bien, de plateforme de démarrage de cerfs-volants. Et puis aussi des cerfs-volants qu'il fallait fabriquer. Donc cette idée où l'étudiant se trouve tout à coup en lien lui-même avec un projet circonstancié, pas trop immense, qu'on peut fabriquer, qu'on peut élaborer dans une logique de lien entre le projet et la manufacture, le résultat et l'observation qui vous amène à remanufacturer peut-être différemment et à établir en fait un processus en boucle. Puis un autre exercice en lien à l'eau. On s'est intéressé au barrage, donc à la question de la perception du poids de l'eau comme matière physique. Et on a travaillé sur la ville de Lausanne avec l'idée qu'on a à travers Lausanne un certain nombre de rivières qui passent en fait du nord au sud. Et c'était un peu la période où on commençait à réfléchir à des projets en lien avec l'environnement et l'énergie. Et on a imaginé en fait des barrages sous l'autoroute, sous le pont de l'autoroute, pour retenir de l'eau en fait dans des différentes rivières traversant Lausanne. Donc ça donne des expérimentations sur le poids de l'eau, avec des formes qui parlent de la question du poids de la matière en lien avec l'eau, cette perception physique en fait du projet d'architecture à travers l'idée de manufacturer des objets qui avaient donc un certain poids souvent. Hein. Ça, c'est un objet qui est d'une certaine taille et qui pèse, je pense, 150 kilos ou quelque chose comme ça. Donc on peut ressentir en fait le poids de la matière et on peut se confronter physiquement à cette idée de manufacturer des objets qui vous renvoient en fait une composante physique de leur propre poids. Donc ça a donné lieu à différentes expérimentations. Et puis le projet individuel qui accompagnait ce projet de barrage, c'était un chapeau d'eau. Donc il fallait manufacturer, fabriquer avec des matériaux de recyclage un chapeau susceptible de transporter de l'eau. À la base, il ne fallait pas forcément le tenir avec les mains. Bon, voilà, to try is also to fail. Hein. Différentes idées. Voilà pour quelques projets qu'on a fait avec nos étudiants. Donc dans le laboratoire, ce sont des projets de deuxième année, donc c'est pas très loin de vous. C'est ce que vous ferez peut-être l'année prochaine.
Maintenant, j'aimerais passer à travers un certain nombre d'objets liés à notre pratique. Donc, Babel, comme on a dit, Baker et Blanc. Oui, qu'est-ce que c'est que cette idée de projet? Donc, le projet, entre autres, c'est une promesse. On voit ici Brunelleschi qui propose en fait à Cosimo de Medici un modèle, une maquette en fait d'une église qui est tout de même en construction dans l'arrière-plan. Ça veut dire qu'on parle ici d'un processus qui lie en fait la promesse à l'acte de bâtir. Donc il y a une sorte de simultanéité et non pas, comme vous l'avez peut-être imaginé, l'idée que le projet précède la construction. En fait, dans notre pratique, on s'intéresse beaucoup à l'idée de fabriquer le projet en même temps qu'il se construit. Alors, ça donne lieu des fois à quelques difficultés avec le commanditaire de l'ouvrage, mais il y a comme ça, comme une sorte de retour possible entre la manufacture du projet, l'observation, la possibilité de comprendre ce qui se passe spatialement et d'intervenir encore sur l'objet. Vous savez qu'un bâtiment se construit par étapes. En général, on parle des travaux spéciaux d'abord, du gros œuvre. Et puis, il y a un certain moment où on traite l'enveloppe. Et puis, il y a un moment au-delà du moment où on a traité l'enveloppe, où on commence à équiper le bâtiment intérieurement avec des cloisons, des portes et je ne sais quoi qui définit l'espace. Mais pour nous, le processus de projet dure jusqu'à ce que le bâtiment soit terminé en quelque sorte. Je vais passer à travers quelques bâtiments construits. Il y en a des plus anciens et des plus récents, vous verrez. Ça, c'est un projet ancien. C'est le premier concours qu'on ait remporté en Suisse, qui était le Musée jurassien des arts. Jurassien des arts, ça veut dire qu'il était question en fait de trouver un lien avec le Jura. Alors comment le faire? Peut-être à travers la tradition des formes, peut-être aussi à travers l'idée d'amener quelque chose, une sorte de prothèse de l'extérieur. Ce n'était pas forcément nécessaire de copier finalement la substance bâtie existante, mais il fallait amener peut-être une certaine dose de rafraîchissement, mais tout en créant en fait un lien fort avec le contexte pour être jurassien. Et vous savez peut-être que le Jura est un canton un peu malmené, je ne sais pas, mais qui économiquement a des difficultés néanmoins liées au fait qu'il est un peu excentré en fait en Suisse. Et c'est pas évident d'être jurassien actuellement en Suisse. Il y a pas mal de bouleversements liés à une situation, un peu excentrée. C'est pas Zurich, c'est pas Berne. Et il y avait la nécessité en fait de définir une stratégie propre pour exprimer en fait la nature de cette position sociale ou socio-culturelle à travers le projet. On voit ici une villa existante, du moins le premier étage, à l'arrière une véranda existante, et puis cette boîte construite qui est une nouvelle salle. Donc c'est un projet d'extension. Au début de notre activité, on a beaucoup eu de projets de surélévation, extension, rénovation de bâtiments existants. Et on voit ici la manufacture du projet qui se fait à l'aide de maquettes et d'une confrontation avec l'espace tel qu'il était proposé. Ici, c'est le jardin donc, de cette villa. Et on voit l'architecte qui discute là avec le maître d'ouvrage, comme Brunelleschi avec Cosimo de Medici, avec cette médiation de l'objet maquette donc, qui est amené sur le site pour rentrer dans une sorte de lien avec une réalité tangible. Ici, un dessin d'un plan de rez-de-chaussée, une coupe, une autre coupe. Et puis, le Jura, donc cette idée de l'identité du projet. Là, vous savez peut-être que le Jura est une chaîne de montagnes qui était autrefois recouverte par des mers
et qu'il y a donc une roche sédimentaire en fait dans le Jura qui est assez particulière, de couleur ocre, qui est liée en fait à la sédimentation de ces coquillages dans la mer, et donc ça donne une roche calcaire qui a donc cette teinte-là. Et il nous est venu l'idée en fait d'utiliser cette roche dans la manufacture du bâtiment sous forme d'un béton en fait qui a les caractéristiques physiques de cette roche calcaire. Donc il est ocre jaune et il est posé de façon à ce que ce soit manifeste sur un socle en béton siliceux. C'est un bâtiment qui est extrêmement simple. Dans sa définition, c'est une sorte de halle avec un toit à 2 pans. Il fallait que ça soit extrêmement modeste. Je me rappelle qu'à l'époque, c'était un concours d'architecture et le concurrent était, entre autres, il y avait Mario Botta et il y avait d'autres architectes très engagés. Et je me souviens d'une séance de jugement des projets où il fallait en fait également présenter le prix de la construction. Et on était tous là dans une salle et Mario Botta est arrivé, puis il a dit voilà, moi ça c'est mon projet et c'est 12,5 millions de francs. Et c'était donc le même programme, le même site. Hein. Et après, moi je me suis dit, j'étais à passer en 3e, je crois, puis je me suis dit non mais attends, on a dû faire une erreur de calcul, puis tout à coup c'était à nous. Et on a présenté, puis après ils nous ont dit bon bah alors ça coûte combien? Puis nous on était à 1,6 million. Et puis, en disant ça, je me suis dit, bon, on ne va jamais y arriver, ce sera impossible, parce qu'avec le 12,5 millions, Botta, 1,6 million, nous, du coup, on a gagné. Et il a fallu construire en fait, ce bâtiment pour cette somme, et en fait, on y est arrivé. Je n'ai peut-être pas dit avant, mais c'est un bâtiment qui avait du coup une seule fenêtre. Un petit peu plus tard dans le temps, la galerie Seltz à Perfit, donc on a assez longtemps eu des mandats dans le domaine de la culture. Je ne sais pas très bien pourquoi, c'était peut-être lié au Musée jurassien des arts, et puis après vous démarrez dans une espèce de domaine, et puis on a eu des commandes. Ça, c'était la commande de Beat Seltz, donc d'une galerie d'art à Perfit. On voit ici le village de Perfit, qui a donc une structure relativement homogène de maisons et de fermes. C'est donc une alternance d'une économie de l'habitat et du travail. Et on voit en fait effectivement qu'il y a des bâtiments d'habitation qui sont plus ou moins tous blancs, et il y a les bâtiments fermes, ou en tout cas des parties parfois de bâtiments de ferme qui sont eux par contre en bois. Et M. Seltz avait une ferme, et puis nous on a dit oui mais bon, peut-être que la galerie n'est pas un lieu d'habitation, donc on va peut-être essayer de partir sur l'idée du bois. Et il y avait donc dans le village un poteau électrique, et puis on a mis la galerie en face du poteau électrique avec une seule fenêtre. C'était devenu une sorte de cohérence par rapport au Musée jurassien des arts, de travailler avec des moyens extrêmement réduits. Et cette seule fenêtre, en fait, regarde ce poteau électrique et affirme aussi dans cette alternance des bâtiments blancs et des bâtiments en bois le statut qui n'est pas privatif de l'objet, mais plutôt lié au monde collectif. Sinon, le bâtiment fonctionne comme une caméra oscura, donc il a en fait 2 fenêtres qui fonctionnent comme des lentilles sur le paysage. Ici, on voit le plan du rez-de-chaussée. Donc, il y a une zone d'accueil pour M. Seltz avec son bureau et puis une installation sanitaire. Puis on monte à l'étage. Et à l'étage, il y a cette idée de la caméra oscura. Donc, c'est la fenêtre qui fait une sorte de lentille qui capte la lumière et qui projette en fait le paysage à l'intérieur de l'objet avec une lumière spécifique. Une fois une lumière du sud.
donc plutôt teintée dans des couleurs chaudes, et une fois en fait une lumière du nord, plutôt teintée dans des couleurs froides. Donc le bâtiment lui-même, il est peint à l'intérieur de façon homogène, mais on voit très bien quand on entre dans le bâtiment qu'il y a cet objet qui est comme vrillé, comme tordu par rapport aux perceptions lumineuses, avec un mur éclairé d'une certaine manière et un mur éclairé d'une autre manière. Donc on voit dans la coupe ici cette position de la fenêtre avec l'espace d'exposition qui est très haut, et puis cette position alternée des fenêtres qui donc crée en fait des atmosphères lumineuses différentes. C'est un bâtiment qui est réalisé avec un socle qui fait le rapport à la pente. Et puis après, il y a cette sorte de carrosserie en bois qui se ferme en grande partie avec des volets de façon à ce qu'il n'y ait plus que les deux fenêtres de la galerie qui amènent une certaine présence dans l'espace de la ville, de l'espace du village. La fenêtre nord. Donc pour nous, dans ce début de carrière, il y avait l'idée de la recherche d'une certaine rationalité, pauvreté des moyens. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a eu un certain mandat dans la culture, c'est qu'on arrivait à faire 2-3 trucs avec relativement peu de moyens, ce qui était cohérent, je dirais, avec le canton du Jura. Voilà, ici l'espace avec cette double perception lumineuse et la vue sur le poteau électrique. Le bâtiment a aujourd'hui 20 ans. Il a reçu le prix culturel du canton du Jura cette année pour un engagement manifeste envers la culture. Et c'est un bâtiment qui a un petit peu vieilli. On voit entre autres que les fenêtres d'origine qui étaient en bois n'ont pas tenu le coup. Elles sont immenses, ces fenêtres, franchement 1,60 m ou 1,80 m de large fois 3,50 m de haut. Elles n'ont pas tenu le coup, il a fallu les remplacer par des fenêtres en métal. Cette vie du projet, c'est cette patine qui s'installe en fait sur l'objet, qui fait qu'au bout d'une vingtaine d'années, on a l'impression qu'il était peut-être même toujours là. On avance un petit peu dans le temps. Un centre communal à Bussigny, ça c'est un projet qui manifeste un peu une période de rupture pour nous entre des projets plus petits et des projets plus grands. L'hôtel de ville de Bussigny, c'est un bâtiment, je pense, 1897, quelque chose comme ça. Avec à côté la construction d'une grande salle, une certaine fierté de la population autour de ce bâtiment, et puis un moment dans la vie de ce bâtiment où c'est compliqué parce qu'il y a la question de démolir et de faire quelque chose de neuf. Et là, on a participé en fait à un concours où la majorité des architectes ont proposé en fait de démolir ce bâtiment de l'hôtel de ville et de la grande salle. Nous, on a proposé de le maintenir parce qu'il y avait une certaine fierté de cet ancrage temporel de cette population avec ce bâtiment, tout un passé, tout un vécu. Et pour nous, c'était possible de faire une sorte de mariage, les yeux dans les yeux, entre des parties nouvelles et des parties anciennes. Là, vous voyez le plan du rez-de-chaussée. Le graphisme du plan, il est tel qu'en gris plus clair, vous voyez les bâtiments existants et en noir, ce sont les ajouts. Donc vous voyez que l'ajout fonctionne un peu comme une prothèse qui adhère. C'est un peu comme à la galerie Celt à Perfit. Hein, c'est une prothèse plutôt morphologique qui adhère au contexte du village. Là, il s'agit peut-être d'une prothèse typologique qui parle en fait d'un lien de complément de bâtiments qui existent mais qui ont besoin de fonctions complémentaires ou supplémentaires. Et puis, on voit qu'on introduit une sorte
agrégats de forme qui aident en fait ces deux bâtiments existants à être prolongés dans le temps. Là, vous voyez dans la coupe au niveau inférieur que les deux bâtiments se regardent très fort l'un l'autre à travers un espace assez particulier qui donne l'idée de la densité. Ici, les deux bâtiments anciens, et on voit la prothèse là un peu entre les deux. Ici, on voit ce lien, les yeux dans les yeux. Donc, le bâtiment, le nouveau bâtiment est en bois, mais il a aussi des volets. Et les fenêtres, en fait, de l'ancien et du nouveau sont calées à peu près face à face, ce qui fait que d'un bâtiment, on voit dehors, mais on voit de nouveau dedans. C'est cette succession, en fait, des vues d'être dedans, de voir dehors, puis de voir de nouveau chez soi, qui avait fasciné le jury, je crois, lors du concours. Bon, une architecture d'aujourd'hui très, très massive, construite, manufacturée avec très, très peu de différents matériaux. Là, c'est un peu l'idée de faire tout avec une seule matière qui est le béton armé. Et de se contenter donc d'un registre formel au niveau expressif, mais pas d'une diversité des matériaux. Et puis il y a cette autre matière qu'on voit dans le projet qui est le chêne, le panneau de chêne, et avec une carrosserie à l'extérieur qui est métallique. Donc on voit ici la cohabitation entre cette nouvelle halle, cette nouvelle partie du groupe de bâtiments, puis le bâtiment de l'hôtel de ville en dessous qui est rénové. Le bâtiment que vous voyez là sur votre gauche, ça contient une salle de cinéma et une partie d'extension du restaurant au rez-de-chaussée. Donc une architecture volontairement peut-être différente dans son expression, par contre des rapports de proximité où les bâtiments se touchent. Hein. Vous connaissez l'idée de la prothèse. Il y a ce moment, si on a eu un bras amputé ou une jambe amputée, il y a ce moment du contact en fait, entre la prothèse et le corps qui était pour nous extrêmement important, une surface où les deux objets se touchent. Là, on est toujours un peu dans ces années légèrement postérieures aux années 2000, avec une commande privée à Chaînance, dans le canton de Fribourg, en périphérie d'un village problématique. Vous voyez ici, sur votre gauche, sur l'image, des bâtiments probablement un peu plus anciens. On peut discerner, je vais utiliser le pointeur, là, si j'arrive. On peut discerner là qu'il y a probablement quelque chose de plus ancien dans sa forme. Et puis on peut aussi discerner qu'il y a là un groupe de bâtiments qui parle de cette fantasme d'habiter à la campagne dans une maison individuelle. Et le propriétaire du terrain qui est consterné, évidemment, parce que ces petites villas très, très difficiles à comprendre dans leur expression poussent un peu à droite, à gauche. Et puis, le propriétaire nous a dit, oui, mais bon, moi, ma maison, c'est la dernière en direction des champs. Et est-ce qu'on ne pourrait pas donc faire quelque chose qui manifeste en fait cette position d'être la dernière, et après, c'est l'espace rural. Donc, on s'est intéressé aux fermes qu'on trouvait autour de Chaînance, qui sont ces fermes qui ont donc des grands avant-toits avec des béquilles. Il y a donc la foin en haut et il y a les bêtes en bas. Et il y en a un certain nombre, elles sont toutes assez impressionnantes, je dois dire, avec ces toitures extrêmement fortes, hein, extrêmement puissantes, et notamment cette idée qu'on peut habiter et travailler au même endroit. Donc ça, c'était un couple couple d'artistes qui est venu vers nous pour nous dire, bon, on aimerait habiter et travailler au même endroit. Puis Marco et moi, on s'est regardés, on s'est dit, bon, ils vont faire une année, ils vont se divorcer probablement. Et on a essayé d'imaginer un bâtiment où tout de même, ce serait possible de habiter et travailler au même endroit. Donc on a créé une sorte de ferme à 2 étages
où les deux étages en fait ne communiquent pas. C'est-à-dire qu'il faut, quand on habite en bas, prendre son manteau, sortir, passer par le pont de Grange, qui est donc cet objet qu'on voit sur l'arrière, pour aller travailler. Et le seul moyen de communiquer, c'est, vous le voyez dans l'image, dans la coupe, il y a comme une sorte de tuba ou de passe, si on veut bien. On peut ouvrir un couvercle pour dire quelque chose vers le bas, si c'est absolument nécessaire. Donc, ici, les plans, une fois l'atelier en haut, une chose peut-être inhabituelle, c'était d'habiter en bas et de travailler au-dessus. Le plan de l'habitation en bas. Et puis ici, la manufacture du pont de Grange. Donc, c'est cet objet qui parle à la topographie et qui permettait autrefois dans les fermes traditionnelles en fait, d'amener le char à foin à l'étage du haut en roulant, hein, donc, et puis de déverser ensuite le foin sur les bêtes. Donc ce pont de Grange qui permettait d'aller travailler, eux avaient en haut donc un atelier d'artistes, et puis en bas l'habitation. Et donc le pont de Grange figure une sorte d'ancrage topographique dans le paysage. Il règle des questions de topographie. Et puis le bâtiment lui-même était construit en préfabrication industrielle, en bois. Et voilà la tête qu'il a. Donc on comprend bien cet rapport qu'il y a avec ces fermes traditionnelles, sauf qu'il est un peu coupé en deux. Il n'y a que la moitié. Et on voit aussi la rupture en fait thématique avec ces villas qui manifestent l'extension du village. Et on peut bien comprendre que à partir de ce bâtiment-là commence en fait la campagne. Donc il y a comme ça tout à coup un bâtiment qui signe, qui dit quelque chose sur la condition en fait de ce village au milieu des champs. Toujours dans l'idée d'être extrêmement économique, c'est un bâtiment en préfabrication industrielle en bois, revêtu avec des panneaux ondulés. Donc on voit qu'il y a des sources de lumière continues au nord pour l'atelier dans la façade vers le haut. L'appartement qui occupe donc le rez-de-chaussée, avec des effets d'enfilade au niveau spatial le long des façades. C'est un bâtiment qui est de relativement petite taille. Et comme architecte, on dispose en fait de l'espace, comme si vous voulez, instrument des perceptions. Et on peut organiser l'espace d'une telle façon à produire de la générosité, même si le bâtiment est relativement petit. C'est un bâtiment modulaire qui travaille avec des panneaux coulissants, donc on peut le fermer ou l'ouvrir plus ou moins en fonction des rythmes de la journée. Ça, c'est l'atelier avec la boîte de communication. Donc on pouvait jeter des mots, si on veut bien, à l'intérieur de ce truc-là. Et puis ce contraste absolument incroyable entre ces réalisations qui sont quasiment de la même année, hein, ce sont des bâtiments construits en même temps que le nôtre, et cette grange qui ferme le village tout au fond, et ce basculement vers l'espace rural. J'aime beaucoup cette image parce qu'il y a cette citerne là à gauche qui parle de la ruralité comme une sorte de résistance finalement face à cette colonisation du site par ces villas, ça me suffit, et qui parle au lointain avec la grange qu'on a construite. Là, on avance un tout petit peu dans le temps. On est sur les Nègles à Fribourg. C'est un projet de concours. Il faut aussi dire d'ailleurs que nous ne sommes pas tellement des architectes qui avons une clientèle. D'ailleurs, ça nous pose parfois un peu des problèmes. C'est-à-dire, soit on gagne des concours, soit on n'a plus de boulot. On est un peu obligé d'investir dans la question du concours. Ça, c'est un concours que nous avons remporté, je pense, il y a une dizaine d'années, pour un bâtiment intéressant, qui est donc au bord de la Sarine.
pour une série de bâtiments qui doivent venir en bord de Sarine, à côté en fait d'une passerelle. Et le gros problème de cet endroit-là, c'est qu'en fait la parcelle était en zone inondable, avec potentiellement des crues d'une hauteur. Voilà, ça c'est la parcelle, ça. Voilà, là, on la voit là sur la droite. Donc la parcelle était régulièrement inondée en fait par les crues de la Sarine avec des courants relativement forts. Et a priori, c'était pas possible d'obtenir une autorisation de construire, sauf qu'à un certain moment, on a fait faire une étude en fait, ce qu'on appelle de crue millénale, c'est-à-dire qu'on calcule le débit maximum et l'élévation maximum de la rivière à un temps T. Et puis, on doit démontrer que les bâtiments, tels qu'ils sont conçus, permettent néanmoins le sauvetage des gens dans des conditions qui ne sont pas trop abracadabrantes. Donc, on a dû travailler avec les pompiers pour définir en fait des conditions cadres qui sont telles que on peut sauver les gens en cas de crue, ou bien ils peuvent se réfugier dans la maison et survivre au milieu de la crue. Alors on est évidemment tombé sur l'idée des verfts et de la construction navale, donc construire au bord de l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? On avait cette idée des charpentes, de bâtiments qui sont faits à partir de charpentes de bois et qui sont tout simplement déposés au bord de l'eau. Donc, il y avait cette idée de non-permanence de la construction. Il y avait probablement un registre de couleurs aussi. Vous savez qu'on goudronnait les bateaux autrefois pour les rendre étanches, donc le noir. Et puis il y avait l'idée du settlement, donc de se poser en bord de rivière et s'installer. Parce que c'est une question là de manière de se poser dans le territoire. Voilà le site avec la Sarine qui est là calme ce jour-là. Et puis l'idée de projet, en fait, ce sont 3 bâtiments hippopotames qui occupent la berge. Et le client nous disait, oui, mais non, mais ce sont donc des maisons normales. Nous, on aimerait avoir le salon qui donne dans le jardin. Enfin, tout le monde aimerait donc bien ça, c'est un peu normal. Et puis, en fait, il y a une sorte de... Je ne sais pas si vous avez vu sur l'image d'avant, mais il y a une falaise, en fait, en face des bâtiments. Puis, liée aussi à la problématique de l'eau, on a réussi à les convaincre d'inverser les bâtiments, donc d'avoir comme des sortes d'hippopotames avec la gueule ouverte, mais qui respirent en dehors des crues de la Sarine, et puis de faire des bâtiments qui avaient cette forme-là, avec donc l'espace destiné à la vie de jour, donc le salon, la cuisine, là, en haut, et les chambres et les ateliers en bas. C'est une maquette du projet qui illustre un peu l'attitude avec... on voit des parties qui sont en bas, qui sont inondables. Et puis, pour pouvoir sauver les bâtiments, on a discuté avec les pompiers, puis il fallait définir en fait une altitude des rez-de-chaussée au-dessus de l'eau. Ces bâtiments sont donc sur pilotis. Et ils ont à peu près cette tête-là d'hippopotame en fait en Bordeaux, qui ont la gueule ouverte, béante sur le paysage de la falaise. Typologiquement, ils sont très simples. Et là, on voit en fait les terrasses qui sont conçues comme des pontons flottants. Et quand il y a des crues, les terrasses partent en fait dans la rivière et on va les récupérer 3-4 km en dessous, puis on les remonte en fait. C'est arrivé 1 ou 2 fois, c'est assez drôle, ce moment où les terrasses fichent le camp en fait. Et, ça donne une sorte de réalité à ce danger. Et puis on observe depuis tout en haut, là, sur les salons, les terrasses qui partent au fil de l'eau. Donc des bâtiments de nouveau simples au niveau des moyens mis en œuvre, avec une expression de toiture à 2 pans qui cherche néanmoins un certain lien avec une architecture industrielle du site. Et là, on voit l'espace
de vie, salle à manger, salon, c'est la cuisine ici sur votre droite, et puis une très grande véranda qui donne donc une vue plongeante sur la Sarine. C'est volontairement extrêmement rudimentaire au niveau de la mise en œuvre. Et puis quelques idées de traitement de ces matériaux industriels ici en faisant des percements à l'intérieur pour pouvoir gérer en fait des vues. Ici, une vue sur la cathédrale de Fribourg. Et des volets d'un type particulier, chose de recherche avec un lien de l'architecture industrielle. Des volets qui ferment mais qui laissent transparaître néanmoins le paysage. Et le paysage avec une vue forcée vers le bas, toujours, hein, donc la Sarine. Ici, un projet toujours sur concours à Alger. Il s'agissait en fait de construire la représentation de l'ambassade de Suisse à Alger, et donc en fait de trouver une forme bâtie qui permette en fait l'expression du territoire de la Suisse dans la ville d'Alger. On voit ici le petit point rouge qui est le site. Donc une colline avec des maisons blanches, très belles maisons blanches. C'est un quartier qui a été construit entre autres par les Anglais début du XXe siècle. Et puis la maison de l'ambassadeur de Suisse, qui est donc ici sur la gauche, et des terrains de tennis qui étaient destinés en fait à être démolis pour pouvoir construire la chancellerie en contrebas. Donc des espaces absolument magnifiques dont il fallait, dans la mesure du possible, maintenir le caractère. Et puis ici, le site proposé au niveau du concours, et l'ambassadeur était très triste de ne plus jouer au tennis. Et nous avons cherché en fait une solution pour pouvoir faire du ping-pong, mais sur le toit du bâtiment. Ici, la Casbah d'Alger, dont vous voyez cette architecture modulaire qui parle en fait d'une qualité de traitement de la question climatique à travers la cour. Hein, donc vous connaissez probablement ces modèles qui sont extrêmement densément bâtis du côté de la ville, du côté de la rue ou de la ruelle. Il y a extrêmement peu d'ouverture. Et puis on a une ouverture centrale vers un patio. C'est donc cette formule du riad. Et cette ville de la Casbah, on s'est inspiré évidemment de ces typologies de bâtiments pour faire une sorte de grande villa avec un patio intérieur, ou du moins une sorte de position de la distribution du bâtiment qui soit vers l'intérieur, et un bâtiment qui soit climatiquement adapté à cette condition de la ville d'Alger. Donc vous voyez qu'il y a une sorte de double façade. Il y a une façade en béton armé que vous allez observer après vers l'extérieur, puis une façade vitrée avec un certain nombre de pièces distribuées en couronne autour d'un noyau qui a une forme de croix suisse, mais qui est un peu déformé. C'est un bâtiment de 3 niveaux, donc comme on l'a dit, comme un riad, avec une sorte de qualité d'un vide intérieur. Et puis après, il s'agissait en fait de trouver comment métisser. Et là, j'étais très intéressé parce que Auguste Perret, Fernand Pouillon, c'est ces architectes de ce milieu du XXe siècle. Pouillon a beaucoup construit à Alger. Il s'est énormément préoccupé d'adapter cette architecture, son architecture, aux conditions climatiques, donc en créant des loggias, des moucharabiés, des dispositifs d'architecture qui parlent du climat. Et nous avons fait en fait une sorte de moucharabier géant qui parle d'une descente des fromages d'alpage. Donc le thème du moucharabier, et puis le thème de la croix suisse, qui subit ici une altération en fait par une torsion jusqu'à ce que ça devienne une sorte de figure d'un petit bonhomme susceptible de porter le fromage ou de se lier à d'autres.
un peu comme les cariatides. Ici, une maquette de la typologie de la façade. Et puis, on voit ici ces petites croix suisses qui donc ont plus ou moins toutes des formes différentes. On les avait donné des noms. Il y avait Hans, qui était un peu trapu. Il y avait Hermann, qui était plutôt athlétique. Il y avait des hommes et des femmes. Et on a donc pu élaborer en fait cette espèce de grand moucharabier en béton. Ici, un photomontage du projet dans le site qui parle à la fois de transparence, mais à la fois d'une maîtrise de la question solaire. On ne voulait pas de climatisation. On voulait que le bâtiment, en fait, comme les bâtiments de Pouillon, s'autorégule à travers une enveloppe qui soit en fait climatiquement active. Ici, une image pour convaincre l'ambassadeur qui pourrait jouer au ping-pong sur le toit. Et puis, quelques dessins avec ici la source en fait sur place des carrières qui nous ont permis en fait d'extraire des agrégats de couleur claire mélangés à des mortiers du cru et pour fabriquer ces petits Suisses en béton armé. Donc ça, c'est un prototype qui servait à essayer de faire des résistances, je crois, statiques, et puis aussi définir la couleur finale. Le coffrage de la façade, donc la manufacture de la forme. On a donc trouvé des maçons sur place qui avaient cette capacité extraordinaire de ferrailler en fait cette façade. Le montage progressif du bâtiment, vous voyez la partie intérieure qui est déjà coffrée et puis la façade qui se fait de l'extérieur. C'est extrêmement artisanal, vous voyez les arasés de béton qui sont tous sauf droites. Et il y a vraiment là une qualité d'artisanat en fait qu'on a pu développer avec les ouvriers sur place qui nous intéressait beaucoup parce que un bâtiment comme ça ne doit pas être stérile, il doit être riche dans sa mise en œuvre de ses défauts finalement pour trouver une sorte d'équilibre face au niveau d'abstraction qui est quand même assez grand. Ici, on voit donc la façade en chêne qui est à l'arrière. Elle est venue de Suisse, du chêne suisse. Et puis cette résille de béton armé, moucharabié, de ces petits Suisses qui se donnent les mains et les pieds. Encore quelques images de l'intérieur. Et puis, il y a eu un exercice intéressant à un certain moment.
Alger, j'oublie le micro. En allant à Alger, on est évidemment tombé sur ces manufactures de carrelage en ciment que vous devez connaître, vous devez les trouver ici. Il y avait une tradition autour de ce matériau au début du XXe siècle. C'est quelque chose qui s'est un peu perdu, mais on le retrouve actuellement. Il y a pas mal d'usines qui se sont mises à reproduire ce type de carreaux. Et on a donc vu précédemment dans la vidéo la manufacture, et puis on a, nous, cherché en fait à fabriquer des carreaux de sol avec des petits croix suisses. Et on a donc donné le mandat à une entreprise locale de réaliser en fait, à partir des moules de la façade, des réductions de cette mouche arabiée de façade qu'on a pu en fait installer à l'intérieur du bâtiment comme des tapis mouche arabiée en fait qui rappellent le fait que la lumière qui est projetée par les croix au sol par le soleil a aussi des formes de croix, donc plus grandes, mais qui se superposent avec ces croix plus petites. Et ça crée comme une sorte de synthèse d'expression. C'est fait à la main, hein, tout ça. Donc il y a les traces de l'artisanat qui sont lisibles. Mais c'est un artisanat qui se fait sous forme de séries quand même relativement grandes. Et il y a donc une médiation possible avec la question architecturale aujourd'hui, dans l'idée d'un métissage. Donc ici, le moucharabier. Oui, il fallait faire une porte dans ce bâtiment. C'est un peu compliqué, évidemment. On a trouvé en fait l'idée qu'on avait un ami à Alger qui avait une dent en or. Puis, en le regardant une fois, on s'est dit ça, c'est la porte. Donc la porte à la forme de ces croix, elle s'ouvre par le milieu. Bon, elle n'est pas en or, elle est en laiton. Mais ça donne un jeu assez étonnant, tout à coup, d'une sorte de classicisme de l'ouverture vers la droite. Puis dès qu'on ferme, c'est totalement autre chose. C'est des jeux qu'on aime bien. Ici, une vue de l'extérieur vers l'intérieur. Je dois dire que le projet de Bussigny nous a énormément imprégné ou impressionné dans notre activité d'architecte. Cette idée de voir depuis chez soi, dans des séries de couches. Je crois que Mies van der Rohe disait aussi que le luxe dans l'architecture, c'est de voir depuis chez soi. Je pense qu'il parlait de cette maison en L, qui permet depuis le salon de voir la bibliothèque. Ici, la maison de nuit. On va gentiment arriver bientôt au bout, ne vous en faites pas. Donc le Verkhof, encore un projet peut-être qui est intéressant pour vous en termes d'habiter le projet avec une idée. Le Verkhof, c'est un bâtiment industriel du XVe siècle. C'est toujours assez rigolo de parler d'industrie au XVe siècle, mais on le voit là au milieu, donc ici. Et c'est un bâtiment relativement intéressant parce qu'on y fabriquait des radeaux pour aller plonger ces radeaux dans le fleuve de la Sarine et puis amener des matériaux en fait, de Fribourg en direction de Bâle et descendre le Rhin jusqu'à la mer. On voit ces radeaux là en cours d'assemblage autour du bâtiment. Et il y avait donc un grand Verkhof, un petit Verkhof, donc une activité de charpenterie. On voit que le bâtiment là est assez mince. Il a été par la suite élargi. 80 sapeurs-pompiers ont lutté pendant plusieurs heures contre le feu, veillant à ce qu'il ne se propage pas à la prison centrale voisine. Mais les dégâts... Et ce bâtiment a brûlé en 1986, je crois. Il a été pendant 20 ans vide. Et puis il s'agissait à un certain moment de retrouver une sorte d'identité à ce bâtiment. Quelques architectes s'y étaient déjà essayés. Il y avait eu des constructions en béton qui avaient été faites à l'intérieur.
On voit notamment qu'il a failli être transformé en musée. Et puis, chose intéressante, vous voyez dans la dia qui est à droite, en bas, il y a en fait à l'intérieur même du bâtiment un mur qui traverse le bâtiment en fait de nord au sud, qui est un ancien mur de façade qui déterminait en fait une partie extérieure d'une partie intérieure, comme on l'a vu dans la perspective. Et de nouveau, démarche de concours. On est arrivé avec l'idée de l'arche de Noé parce qu'à côté d'une rivière, il y a toujours pour nous un lien. Et puis il y avait le lien aussi avec ces radeaux, donc mettre en flottaison quelque chose. Et puis l'industrie, quand on cherchait des images liées à l'industrie de cette époque-là, on tombait un peu sur ce genre de choses. Et entre autres, la fabrication des navires, donc plus tellement des radeaux en bois ou en bois de chêne, mais des navires, en fait, des coques d'acier. Et on est parti dans l'idée, en fait, de construire un radeau en acier à l'intérieur du bâtiment qui, en fait, permettait de déterminer une condition extérieure à l'intérieur du bâtiment. Je ne sais pas si c'est clair. L'espace entre le bateau et la halle est en fait un extérieur par rapport au bateau, mais à l'intérieur. Donc il y avait cette imprégnation chez nous d'images, de références qui font partie du projet, d'essayer de comprendre comment on peut bâtir à l'intérieur d'un bâtiment. Et puis là, on voit l'idée de projet, vous voyez en couleur plus claire, une zone qui n'est pas chauffée, qui est en fait sous ce grand radeau, et le grand radeau lui-même qui est en gris plus foncé. Là, on le voit en coupe. On voit entre autres qu'au rez-de-chaussée, il y a la maintenance de ce mur en conditions extérieures, qui était autrefois intérieure, mais qui repasse en conditions extérieures. On le voit ici en coupe. Puis ce radeau qui est construit de façon assez pragmatique en acier et en béton, au niveau du concours, il était entièrement en acier. On n'est pas arrivé au niveau des questions de résolution du feu. Ils avaient évidemment ultra peur que ça reprenne feu. Voilà. Là-dessus, on pouvait rien faire. Il fallait quelque chose de solide. Et on a donc travaillé sur une atmosphère de chantier naval. Vous voyez là qu'il y a des pièces forgées d'une taille respectable. Différentes idées de plans. C'est aussi un projet qui possède une carrosserie double. Et puis ici, on voit en fait ce mur de droite, qui était autrefois le mur extérieur du bâtiment, dans en fait ce qui est maintenant la zone d'entrée du bâtiment. Donc le radeau en acier se trouve au-dessus. On voit son poids, là, 2125 tonnes. Et puis on voit une espèce de périscope inversé de sous-marin avec une sorte de peinture anti-fouling. C'est ces peintures qu'on met dans l'eau pour qu'il n'y ait pas trop d'algues, qui permet en fait à ce rafio, à ce radeau, en fait, de tremper dans l'eau extérieure. Donc il est comme ça dans son atmosphère. Et puis quand on est là, on est donc en atmosphère extérieure. Et puis vous voyez ici la porte qui permet d'aller dans la garderie d'enfants. Et puis dans les étages, il y a un musée, des salles de société, différentes choses. Un programme relativement public. Ici la cage d'escalier, des effets d'enfilade à l'intérieur. On parlait du dispositif. L'architecte dispose de possibilités pour parler d'une spatialité qui est autre que la spatialité purement liée à la fonctionnalité du bâtiment. Ça, vous le verrez dans votre pratique. Entre autres en créant des enfilades ou en créant des rapports d'espace, donc des enfilades visuelles ou bien des enfilades qu'on peut pratiquer concrètement. Ici, l'atmosphère intérieure, une architecture qui est un peu particulière dans son expression. Tout se ferme avec des volets d'ailleurs, ce qui permet d'obscurcir ces salles pour les utiliser de façon polyvalente.
ici le petit Verkhof en avant-plan et le grand Verkhof derrière. Vous voyez qu'on a retravaillé les façades dans le sens de les rapprocher des façades anciennes avec des colombages. Ce sont toutefois des colombages isolants. Donc là, on a développé des techniques de crépissage sur des isolants à partir de mortiers particuliers, de mortiers de chaux, qui permettent en fait de s'approcher du colombage traditionnel, mais c'est une façade qui est tout de même isolante. Et on voit son dessin ici. Pour nous, c'est assez intéressant de dessiner d'une telle façon les bâtiments qu'on ne sait pas très très bien quand est-ce qu'ils ont été construits exactement. Donc, du moment qu'il est fait, ce bâtiment, et je pense surtout dans quelques années, quand il aura pris un peu de patine, ça sera compliqué de savoir quand est-ce qu'il a été construit. Et pour nous, ça c'est une qualité probablement. Voilà, il est encore tout neuf. Mais on peut imaginer avec une certaine patine que c'est quelque chose qui va, cet effet-là va passer. J'accélère un peu. Je vous ai dit que mon grand-père travaillait avec Auguste Perret. Il y a donc à Fribourg des traces d'Auguste Perret à travers l'architecte Denis Honegger, qui donc a travaillé sur l'université Miséricorde, ici l'église du Christ-Roi. On voit très bien l'inspiration et l'influence de ces années 50 où on construisait tout en béton massif, mais avec une expression classicisante des façades, donc des colonnes, des choses comme ça. Et on a fait récemment encore, c'était fini il y a, je pense, 2 ans, un quartier d'habitation sur la base des projets d'Auguste Perret au Havre, à Fribourg, pour célébrer en fait ce lien avec les constructions d'Honegger. Donc on a créé comme une sorte de lien, de tripartition entre l'Université Miséricorde, le Christ-Roi et ce quartier, de 3 groupes de bâtiments qui maintenant se parlent au niveau de la mise en œuvre et des types. Alors là, c'est plus du béton coulé, sculpté en place, c'est de la préfabrication industrielle par élément parce qu'il faut intégrer une notion d'isolant, évidemment. Et c'est un quartier qui parle extrêmement fort d'Auguste Perret avec ce couplage des étages 2 par 2. Je ne sais pas si vous connaissez le Havre, peut-être, certains d'entre vous, où il y a entre autres des bâtiments où il y a une forme de couplage par une frise 2 par 2. Puis il y a aussi ces grandes tours du bord de mer où le couplage se fait en 3 par 3 avec des grands balcons qui font le tour. C'est un projet d'investisseur. Il y a une très très grande pression sur l'argent dans un projet comme ça. Mais néanmoins, on a quand même réussi à faire des bâtiments qui sont d'expression en dur, donc ils sont en béton armé, avec une certaine qualité des aménagements. On les voit ici dans la rue, dans leur relation urbaine. Vous voyez peut-être qu'il s'agit de plots alternés, comme on dit, de forme morphologique, c'est-à-dire le front de rue, il est défini par une série de plots qui sont à distance les uns des autres, et néanmoins, ces plots intercalent en fait des cours. Et la cour est à chaque fois fermée par un bâtiment de fond de cour. C'est toutefois pas des cours où on va dans une arrière-cour au niveau morphologique, mais ce sont des cours ouvertes sur la rue frontalement. Ce sont des formes urbaines assez nouvelles qui permettent d'élaborer ou d'imaginer des espaces publics en fait. Ici, on voit les rapports de proximité très fortes qu'ont les bâtiments sur l'angle, et puis cette échelle du bâti qui est amenée par le dispositif à double étage, qu'on retrouve à l'intérieur des bâtiments comme une sorte de redondance, une sorte de célébration du thème qui va jusque dans les intérieurs. Là, de nouveau, il s'agit d'espaces où on voit de chez soi vers chez soi. Ce sont des espaces qui sont non chauffés. Ça veut dire que quand on ouvre la porte de son appartement, on tombe sur un climat extérieur et non pas un climat de cage d'escalier intérieur. Bâtiment au goût du jour, je ne sais pas où on en est
en termes de traitement de l'énergie ici, mais je crois que vous avez ici les bâtiments à très haute énergétique, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ouais. On appelle ça Minergie en Suisse. Donc ça, c'est des bâtiments qui consomment extrêmement peu d'énergie. On a maintenant, dernièrement, mais je ne l'ai pas présenté aujourd'hui, fait un bâtiment qui est énergétiquement autonome, c'est-à-dire qu'il n'est même plus branché sur le réseau électrique. Il fonctionne de lui-même et par lui-même. Et puis, pour terminer cette présentation, je vous présente encore un projet qui est, lui, nous faire revenir un petit peu dans le passé. Avec les poutres d'étudiants, on avait eu une poutre qui est restée chez nous. Non, pardon, c'est le contraire. C'est cette poutre du projet de Boris Membré à Vièze qui nous avait donné l'idée de faire les projets de poutres à Gletsch. Et là, vous voyez la manufacture du projet, en fait, qui consiste à avoir une poutre en chêne et puis essayer de tailler à la tronçonneuse l'idée de projet dans la tête de poutre. Alors, on le fait une fois pour toutes. Après, ça existe. Vous voyez notamment que c'est un projet très particulier au sens où il y a une sorte de grand porte-à-faux vers l'arrière. La maison est comme suspendue là dans l'air avec une sorte de semelle qui crée un ancrage dans le sol, mais néanmoins, à l'arrière, elle ne touche pas le sol. On a parlé de ça avec un ingénieur, il nous a évidemment regardé comme ça. Mais on s'est dit, je ne sais pas, pourquoi pas essayer. Et puis, on a tenté le coup au début, en fait, vous le voyez ici en coupe, d'aménager une semelle sur l'avant du bâtiment avec un ancrage en profondeur, avec des tirants pré-contraints. Ça coûtait malheureusement extrêmement cher. On a un peu dû revenir sur un compromis. Vous voyez qu'il y a un appui sur l'arrière, donc une béquille, mais néanmoins la maison tient en porte-à-faux. Et puis la charpente en fait, du bâtiment aide à stabiliser et à contreventer la construction qui est tellement, elle, en mix béton armé et bois. Donc vous voyez ici cette semelle poids qui donc imprime le bâtiment vers l'avant avec l'effet du biais, d'un taillage de biais dans la façade qui fait que le toit est orthogonal à lui-même, il est très calme dans sa forme, puis après il y a des coupures et des entailles dans la forme qui fait qu'on arrive à une expression un peu plus contemporaine. Une maison qui cherchait un certain degré d'abstraction dans les vignes et qui se ferme en fait quand le propriétaire n'est pas là et se montre un peu comme une sorte de petite grange. On voit que le biais crée aussi une cascade en fait des béquilles qui sont de plus en plus longues le long de la façade. Donc on prend des modèles traditionnels qu'on connaît bien et puis en les altérant légèrement, on arrive du point de vue expressif et formel à des solutions qui sont relativement intéressantes. Voilà, je vais terminer avec Boris Karloff. Donc, je vous ai parlé au début de cette idée de ce couple d'architectes qui fabriquent ou élaborent à partir de pièces détachées de corps humains une sorte de structure homogène. Et puis, il y a cette possibilité que cette élaboration aboutisse pour finir à une forme qui est humaine. Voilà encore un dernier détail. Vous nous trouvez dans les librairies avec un ouvrage récent qui s'appelle Darwin's Theatre. Donc je ne vous ai pas forcément parlé de Darwin aujourd'hui, ça aurait été peut-être de trop. Mais par contre, ce qui va vous intéresser, vous, c'est le Babel at Work, qui est sur la gauche, et qui parle donc de cette idée d'être au travail lorsqu'on projette. Merci. Merci Alexandre.
On engage les questions? À un moment, vous avez parlé de bâtiments sur pilotis et du coup, je ne sais pas ce que c'est. Si vous pouvez expliquer. Donc des pilotis, je ne sais pas si vous connaissez les origines peut-être des implantations lacustres des populations au bord des lacs. En fait, on voulait habiter les bords des lacs et on fichait des troncs d'arbres dans la rive, c'est-à-dire qu'on plantait en fait, en réalité, des troncs dans la vase de façon à obtenir des appuis qui sont stables. Venise est construite sur pilotis, par exemple, c'est-à-dire qu'on plante tout d'abord des troncs dans l'eau, puis on prend appui sur ces troncs qu'on fiche suffisamment profond dans la vase pour tomber sur un sol qui est dur. Donc c'est ça la notion de pilotis, c'est une forme de fondation, si vous voulez, pour des sols meubles, comme à Venise. Moi, je voulais savoir qu'est-ce que vous avez fait comme étude. Enfin, vous avez étudié à quelle école en particulier? Bonne question. Vous avez encore des vélomoteurs vous-même aujourd'hui ou des sortes de trucs pour circuler, non? Vous circulez comment en fait vous-même? Soit par le tram, soit par le vélo ou à pied. Ouais. À mon époque, ça date un peu, on avait des vélomoteurs. Et il y avait une marque de vélomoteurs qui s'appelait Vélo Solex. Je crois que c'était très populaire en France. Et il y avait une sorte de moteur qui était fiché sur la roue avant. En fait, j'ai appris mon métier en démontant et en remontant et en redémontant ce vélo Solex jusqu'à ce qu'il atteigne une vitesse faramineuse de à peu près 75 km/h. Là, évidemment, je me suis fait attraper par la police. Et je me suis dit que mon avenir serait peut-être là. Après, j'ai fait pareil avec des voitures, des vieilles Land Rover. Je suis devenu en fait architecte par la mécanique. Mais j'ai fait des études polytechniques quand même. Alors, c'est une question un petit peu technique. J'aurais aimé savoir, quand vous gagnez un concours, par exemple, ou que vous devez rendre un bâtiment, par exemple comme pour l'ambassade de Suisse, on voit bien que vous continuez en fait pendant la construction effectivement à élaborer le projet, entre autres avec des artisans locaux. J'imagine que cela implique peut-être des modifications en cours d'élaboration, que ce soit peut-être parfois dans les dimensions, dans le prix aussi, et puis peut-être dans les délais de livraison. Est-ce que vous avez toujours cette liberté d'action ou est-ce que du coup vous êtes responsable de modifications par rapport au concours que vous remportez? Oui, alors c'est une question relativement complexe dans le sens où il y a tout le temps, si vous regardez Mies van der Rohe, si vous regardez Corbusier, il y avait cette dimension-là du rapport à l'œuvre au moment de sa construction qui évidemment peut conduire à des dérapages totalement incontrôlés en termes de maîtrise d'ouvrage. Il se trouve que nous le pratiquons depuis des années et on a développé une sorte de stratégie qui permet, malgré des adaptations, de proposer une certaine maîtrise d'ouvrage. On procède en général par substitution, c'est-à-dire qu'on a une certaine idée qui a un certain coût, et puis on prend sur nous peut-être d'en amener une autre à un certain moment du processus, mais qui doit coûter pareil et qui ne doit pas entraîner des retards ou des délais supplémentaires. Et c'est quelque chose que nous prenons sur nous et le fonctionnement de notre bureau. Il faut aussi dire qu'on investit énormément dans le concours et puis après on désinvestit pas mal. C'est-à-dire qu'on avance, je ne veux pas dire sans étudier, mais on avance tout en maintenant un potentiel d'heures, d'honoraires de côté qui nous permet en fait de faire des ajustements en cours de processus. Donc c'est quelque chose qu'on a développé, si vous voulez. C'est pas le fruit du hasard, c'est pas non plus d'aller dans l'inconnu. C'est quelque chose qu'on a développé comme une méthode qui nous est propre, que d'autres architectes pratiquent d'ailleurs aussi, peut-être à des niveaux différents.
mais qui reste possible à mon sens. Même dans des ouvrages comme les Arsenaux, donc ce groupe de logements à la Perret que vous avez vu à la fin, il y a tout de même eu des moments où il y a eu de grandes remises en question. On les explique aussi parfois au maître d'ouvrage, et peut-être que c'est même parfois l'occasion de rationaliser le processus, par exemple de préfabrication des pièces. Là, il y avait environ 3000 pièces de façade à préfabriquer. Et puis, on y va avec une certaine idée, une certaine manufacture de la pièce, puis ce n'est pas exclu qu'à un certain moment, on puisse, à travers le processus de réflexion et de l'idée de synthèse, amener en fait des simplifications qui, au contraire, accélèrent et amènent une maîtrise d'ouvrage qui est peut-être même plus grande. Donc, quand je vous montre la slide de Brunelleschi qui explique à Cosimo de' Medici, à travers la maquette, cette idée de la promesse, c'est quelque chose qui, à mon sens, doit être maintenu sur la totalité du processus de projet comme quelque chose de vivant. Et c'est comme ça qu'on arrive à une certaine qualité des ouvrages. Merci. Comment est-ce qu'on pourrait comprendre, en tant qu'un monsieur tout-le-monde qui n'y connaît un peu rien à l'architecture, justement votre architecture et celle de beaucoup d'architectes, j'ai l'impression, sans vous avoir à proximité, sans avoir le sens que vous leur insufflez. Par exemple, les hippopotames à Fribourg, c'est vrai que le rapprochement n'est pas forcément toujours... c'est assez implicite, en fait. Et comment est-ce qu'on est censé comprendre ? Oui, c'est très important ce que vous dites, parce que il y a ce moment où l'architecte quitte son œuvre, et l'œuvre, une fois terminée, je ne sais pas si elle est terminée, disons, elle atteint une sorte de statut où elle est remise au client, possède en fait un potentiel qui, quelque part, nous échappe. Et je crois que c'est bien que ça fonctionne comme ça. On parle aujourd'hui d'architecture durable. Pour moi, l'architecture durable, c'est essentiellement une architecture qui, au moment où elle est livrée par l'architecte au client, possède un potentiel qui dépasse les visions de l'architecte. Donc pour moi, ce n'est pas très grave qu'on ne voit pas les hippopotames, ce n'est pas très grave qu'on ne comprenne rien à ce que j'ai fait. Par contre, c'est très important que ces maisons aient un rapport digne à l'eau, qu'elles sachent jouer avec l'eau de façon concrète, qu'elles puissent s'adresser au paysage de cette falaise qui est extrêmement impressionnante, avec une sorte de dignité et élévation. Et ça n'a pas besoin d'être expliqué, ça n'a pas besoin d'être perçu autrement que par les valeurs d'usage du bâtiment lui-même. Merci. Est-ce qu'il y a quelque chose quelqu'un ou quelque chose qui vous inspire dans votre travail au quotidien ? Ou à chaque fois que vous faites un projet, où est-ce que vous trouvez vos inspirations ? Oui, alors... Je ne sais pas si je regarde ce que font les autres. J'aime par contre bien mettre la main à la pâte, et probablement que ce qui m'inspire ou ce qui me touche, c'est effectivement cette notion du processus. Moi, j'aime beaucoup faire de la pâtisserie, par exemple. Et quand je rate un gâteau, ce qui arrive relativement souvent, je me dis que j'étais dans un lien néanmoins très concret, très, très fort avec cette question de faire ce gâteau-là. Et je ne suis pas sûr que l'architecture apprend au contact des autres. Oui, certainement en partie, plutôt en parcourant l'architecture des autres, c'est-à-dire pour saisir cette dimension spatiale qui lie en fait des impressions qui touchent la totalité de vos sens à travers la pratique de l'espace. Et il n'y a pas besoin d'avoir une adhérence particulière à Corbusier ou à Mies ou à Sergison Bates ou à je ne sais qui d'architectes contemporains. Par contre, il faut pratiquer les architectures. Et je crois beaucoup aux paroles de Corbu, de l'idée du voyage initiatique. Lui, il se rendait dans le Mzab, dans le nord de l'Algérie. Et il pratiquait en fait ces architectures. Et Corbusier, qui a eu un début de carrière avec des toitures à 2 pans, il habitait donc la Chaux-de-Fonds en Suisse,
s'est rendu en Algérie, et puis suite à ses voyages en Algérie, il a commencé cette architecture rationaliste des toits plats, des maisons blanches, qui vient vraiment de là-bas. Et ce n'étaient pas des architectes connus, c'était une architecture vernaculaire relativement ordinaire, si on veut bien, qui avait des qualités formelles d'expression et peut-être aussi de synthèse dans son lien au climat, qui était extrêmement forte. Donc moi, je crois un peu plus à l'idée de faire des expériences, des rencontres avec l'architecture, peut-être d'un point de vue plus large. Bonjour. Vous parlez beaucoup de processus, de la manière dont c'est manufacturé. J'aurais aimé savoir le rapport que vous avez avec les artisans, les personnes avec qui vous travaillez, qui vont toucher donc la matière un petit peu, et jusqu'où ça peut aller, enfin l'écoute que l'architecte peut avoir des différents corps de métier avec qui il peut être, les artisans, et est-ce qu'il y a des modifications, par exemple, qui peuvent être amenées sur le projet avec ces échanges, justement? Oui, absolument. Alors, il y a deux dimensions dans la question que vous posez. Une, c'est la question de l'appauvrissement du milieu de la construction, dans le sens où vous allez rencontrer beaucoup de monteurs sur les chantiers actuellement, donc des personnes qui n'ont pas forcément une compétence, des skills, comme on dit, hein, en termes de savoir-faire à traiter le bois, la matière, le béton, ou des choses comme ça. Et, alors bon, là c'est peut-être un peu limité. Par contre, on peut faire parfois des rencontres extrêmement impressionnantes et déterminantes pour un architecte de personnages qui ont une vraie vocation de la compréhension de la matière. Moi, j'ai rencontré parfois quelques charpentiers qui m'ont énormément impressionné et enseigné. J'ai rencontré aussi des maçons et des plâtriers qui avaient cette capacité encore de refaire des stucs. Mais je dirais qu'à aujourd'hui, autant dans l'architecture vernaculaire du XVIIe, par exemple, la majorité des acteurs de la construction possédaient ce savoir-faire, et à aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Ça veut dire que pour votre génération, il y a la nécessité de faire une recherche là autour, probablement. Mais je pense que si on tombe sur les bonnes personnes, c'est une source d'inspiration qui est extrêmement impressionnante. À titre d'exemple, l'ambassade de Suisse à Alger, on est donc allé voir ces fabricants de catelles en ciment, et on a commencé à observer. Nous, on avait une certaine idée de ce qu'on voulait, mais c'était compliqué au début, parce qu'ils nous disaient « mais moi, je ne peux pas faire cette forme-là avec les outils que j'ai ». Ces X, là, ils arrivent à faire des trucs ronds, des fleurs, des choses comme ça, mais cette forme-là, ils ne connaissaient pas, en fait. Puis, il y a eu un processus d'itération de leur capacité à eux à former ces languettes de métal, hein, comme vous l'avez vu, pour faire des angles relativement aigus. Et puis, il faut que ces languettes de métal, elles tiennent debout. Hein. Vous avez vu, on les fait rondes ou en forme d'étoile, parce que tout bêtement, quand on les pose sur le moule, elles tiennent. Mais les trucs de X, là, c'était pas évident, ça ne tenait pas tout seul. Donc il a fallu un peu travailler en collaboration pour développer en fait quelque chose de commun. Et je pense qu'on ne peut pas accepter la dimension artisanale de l'artisan comme telle. Elle est, je ne veux pas dire qu'elle est pauvre, mais elle est telle qu'elle est, et elle est peut-être pas, elle transpire peut-être pas les gènes du projet. Il y a toujours la nécessité d'une sorte de rapprochement, si vous voulez, entre ces compétences artisanales et l'idée de projet. C'est là que c'est assez intéressant, il se passe des choses quand on est avec les bonnes personnes. Bonjour, moi je me demandais si vous deviez caractériser votre architecture, sachant qu'elle est quand même plutôt diversifiée, la définir en quelques mots, ça donnerait quoi ? Moi, je parlerais probablement d'intensité et de cohérence. D'intensité dans le sens où l'œuvre construite doit parler d'une certaine évidence de sa présence dans le contexte, et puis de cohérence au sens où tout
dans l'œuvre construite doit être subordonnée à l'idée de projet. Ce n'est pas un processus additif, hein, le processus d'architecture. C'est un processus qui soumet toutes les parties du bâtiment à l'identité finale ou aux capacités, si vous voulez, du bâtiment à s'insérer dans un certain contexte urbain, naturel ou autre. Donc, je pense qu'à mon sens, s'il fallait retenir deux choses, ce serait peut-être la cohérence et l'intensité. Plus qu'un registre formel ou d'expression, d'ailleurs, qui chez nous n'est pas très homogène, je crois. On termine cette conférence. On te remercie, Alexandre, en tout cas, d'être venu pour cette conférence inaugurale et on t'invite à revenir pour nos jurys de master éventuellement cette année. On en parlera à la suite. Et puis, on peut que vous souhaiter de travailler à la main, comme ça, et également d'avoir de belles fabrications, nombreuses, cette année et les autres années. Merci à vous d'être présents et encore merci Alexandre. Merci à tous.